troisième partie de Parole d'expert de cette semaine. Je vous laisse imaginer ce qui se peut se passer dans les intervalles. Il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels dans cette émission. Voilà, si vous avez vu les deux, celle de lundi, celle de mercredi, n'oubliez pas que samedi, demain, on vous mettra en ligne l'intégralité. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos mails, bien évidemment, et à vous abonner à la chaîne YouTube de H24 pour suivre et être alerté de la mise en ligne des nouvelles émissions. Sur le plateau, on a remplacé Nabil Hafad par Hind Haïdi, qui est avec nous, fondatrice de Joud. Comment ça va, Hind? Très bien, Faisal, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. Wissal est toujours avec nous. Toujours avec plaisir. Et Dr Marwan Hakam est toujours avec nous aujourd'hui. Alors, cette séquence, elle est liée à une autre séquence, ou plutôt à une photo qu'on a vue circuler sur les réseaux sociaux. Une internaute a mis une photo sur Facebook, qui a ensuite été partagée de nombreuses fois, mise sur les réseaux sociaux. C'est celle-ci. Et cette photo-là, eh bien, elle symbolise énormément de choses. Alors déjà, avant qu'on en parle, ça va nous permettre de parler de la mendicité, de l'accès à l'éducation, des thèmes qui nous sont chers. Et avec Simhirik, on verra d'un point de vue juridique aussi également comment est considérée la mendicité sur le plan juridique. Quand vous avez vu cette photo circuler, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, Hind, déjà à la base? Parce qu'on va revenir sur toute l'action que tu fais au niveau de Joud et surtout la campagne contre la mendicité que tu avais lancée en mars dernier. Quand tu as vu cette photo, qu'est-ce que ça t'a inspiré? De premier abord, ce que pouvait ressentir cette petite fille au moment où elle voit passer ce bus scolaire et qu'elle voit d'autres enfants aller à l'école et qu'elle est là, en mendiante. Tout ce qu'elle a pu ressentir comme frustration, comme peine. C'est cruel. Moi, je pense aussi à son devenir, vu que j'en vois à la rue par milliers qui échouent suite à leur exploitation étant enfants dans la mendicité. Alors, on va y revenir, justement, parce cruel. que ça, c'est vraiment, oui, cruel. C'est ce qui revient. Wissal? C'est une photo choc, c'est une photo qui nous a tous fait réagir, malheureusement, et je pense que Hind va beaucoup en parler. Malheureusement, c'est pas un cas isolé. Oui. C'est triste. Oui, quand c'est cristallisé, quand c'est pris sur le moment, et puis avec toute la symbolique que ça peut avoir d'avoir une pauvre petite gamine qui est là en train de faire C'est extrêmement douloureux pour chacun de nous en tant que parents déjà. En tant que parent, quand on voit cette image-là, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le cœur serré parce qu'on se dit, cet enfant, encore très très petite, je crois qu'elle doit avoir 3 ou 4 ans, je pense. Un peu plus, elle avait l'air un peu plus jeune. Voilà. On se dit, mais cet enfant, elle n'a rien demandé à personne et elle se retrouve comme ça, exploitée probablement, assise sur un bout de trottoir en train de dire au revoir à d'autres enfants qui sont du même âge. Et je pense que nous avons une responsabilité collective sur cette photo, à des niveaux différents, mais une responsabilité collective. Marwan. Moi, je dis hurrah à Facebook, hurrah les réseaux sociaux, parce que merci, ça permet au moins de mettre en valeur ce genre de clichés qui permettent de voir la réalité. Parce que je pense que cette réalité est transparente aux yeux de nos politiques. Et que c'est que comme ça qu'on pourrait peut-être leur faire montrer la réalité des choses et ce qui se passe en termes d'exploitation d'enfants pour la mendicité et ainsi de suite. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas, eux. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des programmes spécifiques pour faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations. Hind est à la tête d'une des associations qui est la plus active à ce sujet, du moins celle que je vois sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes au niveau associatif qui font un énorme travail pour ça. Ces gens-là ne peuvent pas réussir seuls. S'il n'y a pas une vraie politique d'État à ce sujet, s'il n'y a pas l'intégration obligatoire à l'école, s'il n'y a pas un accompagnement des familles pour la scolarisation précoce des enfants, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de scolarisation parce qu'on a besoin de revenus supplémentaires dans le foyer. Si. Il y a tellement de si, c'est terrible. Alors, on va revenir, on va essayer de détailler. J'aimerais juste donner un petit détail, et là d'un point de vue journalistique et d'éthique journalistique. Alors c'est vrai que souvent, une photo, mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. On part du principe que, en effet, c'est ce qui est transmis, le symbole qui est transmis à travers cette photo, on va le prendre comme argent comptant. Donc je prends juste des pincettes, par pur professionnalisme, pour dire que j'ai pas eu le temps de vérifier. Si, vous savez, ça peut être peut-être. J'en prends la responsabilité, j'ai eu le temps de vérifier. Voilà, super. C'est pour ça que aussi tu es là. Mais je le dis parce que on pourra revenir sur le traitement de l'information et certaines photos qui, dans d'autres cas, peuvent donner
lieu à d'autres interprétations. Mais dans ce cas-là, en effet, tu vas nous dire. Alors, Hind, juste, ça interpelle sur 2 sujets. Accès à l'éducation obligatoire et la mendicité, l'exploitation des enfants dans la rue. Tu m'as donné un chiffre avant qu'on commence cette émission. 193 000 mendiants. 196 000 196 000 mendiants, selon le HCP, chiffre de 2007, ce qui nous classe, il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Ce qui nous classe premier pays en termes de mendicité dans le monde arabe, devant l'Égypte. Et tout plein d'autres qui sont nettement plus pauvres par leur PIB comparé aux nôtres. Je cite la Tunisie, la Somalie, le Yémen, le Djibouti, la Mauritanie et j'en passe. Justement, il faut se poser la question. L'Égypte, qui est classée seconde, compte 42 000 mendiants. Nous, 196 000. Sachant que la population marocaine ne représente même pas la population d'une ville en Caire. Ouais. En Égypte, excusez-moi, qui est le Caire. Oui. Et donc, il faut se demander pourquoi. Alors, on va se Où demander est le problème? Où est le problème? Ouais, on revient toujours à cette histoire de se demander pourquoi et ne pas agir pour enlever le pourquoi. Parce que oui, vous voulez qu'on vous réponde pourquoi? Oui. Je pense que à part la pauvreté. On sait le à part la pauvreté, les inégalités. Justement, ce n'est pas la pauvreté. D'accord. Ce n'est pas du tout. C'est pas une affaire de pauvreté. Non. Bah quand même. Non, mais attendez. C'est peut-être un point de départ, mais lorsque la pauvreté devient une thématique qui donne lieu à une professionnalisation et à la création d'un écosystème, je suis désolée, les chiffres que vient de citer Hind, c'est un scandale. Que dans un pays comme le nôtre, dans une époque qui est la nôtre, avec toute l'ambition qui est la nôtre, et tout ce qui a été fait depuis avec 20 notre ans, nouveau modèle de développement, avec nos ambitions écologiques, responsables, etc., qu'on ne soit pas capable de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place une stratégie volontariste, engagée et engageante, y compris en impliquant la société civile. Je suis énormément ce que fait Hind sur les réseaux sociaux et ce qu'elle fait force réellement le respect. Et j'espère qu'elle sera contagieuse. En tout cas, elle a un sourire très contagieux. Il faut que la société civile prenne ses responsabilités. Il n'y a de mendiants que parce que nous alimentons le cercle. Alors justement. Moi, un jour, j'ai été sensible, et je tiens à le dire, à un message qu'avait fait Hind il y a quelque temps, à l'occasion d'une très forte campagne. Et j'ai arrêté de donner aux mendiants dans la rue. Quand on veut aider, il y a 1001 façons de le faire de manière plus ciblée, plus structurée, plus efficace. Tout à fait. Alors, tu parles mais on de la s'achète campagne la qui a bonne été lancée. conscience. Voilà. Oui, alors, et on s'achète une bonne conscience parce qu'on a balancé 2 dirhams à un feu rouge. Je suis désolée, c'est pas de la bonne conscience, c'est criminel. Alors, une campagne qui était à ton initiative, à l'initiative de Joud, du 10 mars au 10 avril 2021 de cette année. On voit l'affiche là qui s'affiche à l'écran. Ça a donné quelque chose, une campagne comme ça, très rapidement? Parce que c'est vrai que, alors, par contre, c'est vrai que ça a donné lieu déjà à des discussions, à des prises de conscience, à une culpabilisation. On se dit, est-ce que je donne? Est-ce que je donne pas? J'ai participé aussi, tu m'as fait enregistrer une petite vidéo où le jour même où tu m'as demandé de faire la vidéo, justement, et c'est vraiment pas, c'est anecdotique, c'est, voilà, et il y a un gamin qui est venu me voir, et là, tu te sens déchiré. Tu te dis, est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, de toute façon, parce que c'est un mineur. Et en même temps, tu te dis, il y a plein de choses qui se percutent dans la tête à ce moment-là. C'est compliqué de prendre une décision. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, écoutez, nous avons mené des sondages tout au long de la campagne qui a duré 1 mois. Et le taux de favorabilité des citoyens par rapport à cette campagne qui prenait conscience de la gravité de donner de l'argent a atteint, à la fin de la campagne, 84%, qui dépassait de loin nos espérances. Mais il n'y a pas une hypocrisie chez les Marocains, excusez-moi encore une fois, il n'y a pas une hypocrisie chez les Marocains. Il y a ceux qui vont vraiment en prendre conscience, et il y a ceux à qui ça va donner bonne conscience de ne pas donner. Tu vois, c'est compliqué, le genre de sentiment qu'on peut avoir. Les questions qui revenaient très régulièrement sur les réseaux sociaux pendant cette campagne, c'était « mais quelle est la solution, mais quelle est l'alternative ?» Eh bien, écoutez, ce ne sont pas des personnes démunies qui font de la mendicité une profession. Et même un démuni qui commence à tendre la main et qui y voit tout le gain devient un professionnel de la mendicité. Et c'est pour ça que nous avons atteint ce chiffre
impressionnant. Un Marocain sur 150 serait mendiant. Chiffre de 2007, nous avons tous remarqué l'évolution des nombres et c'est alarmant. On ne peut pas continuer. Pour le sort de tous ces enfants, pour le sort du Maroc, on ne peut pas continuer à donner à ces enfants, coûte que coûte. D'ailleurs, par rapport à cette petite sur la photo, j'ai envoyé des joudeurs observer et filmer qu'elle mendiait. Alors, les joudeurs, c'est les bénévoles de chez Joude. Hein. Oui. Voilà. Ouais. Parce que le point où après a été prise la photo était très facilement Oui, identifiable. repérable. Oui, oui. Et donc, tu as envoyé des joudeurs, et qu'est-ce qu'ils ont Oui. découvert? Elle arrive accompagnée de sa propre mère, qui la met sur le feu rouge et qui s'installe à côté avec un téléphone encore plus cher que le mien pour regarder du YouTube et laisse la petite de 4 ans traîner entre les voitures pour récupérer de l'aumône qu'elle lui remet. Cette femme, parce que j'en ai fait l'expérience, ce sont des personnes qui refusent catégoriquement de travailler et on peut le comprendre parfaitement. De refuser d'avoir un employeur et gagner le SMIC quand on sait qu'on peut gagner l'équivalent en 10 jours et à notre convenance, d'une part. D'autre part... On a évalué ça, les revenus issus de la mendicité 350 dirhams la demi-journée en moyenne. en moyenne. Oui. Ok. 350 dirhams la demi-journée en moyenne. Et justement, ils refusent de mettre leurs enfants à l'école. Il y a une association à Rabat qui a créé une crèche et qui va à la recherche des mendiants pour leur demander de garder les enfants pendant leurs horaires de travail, qu'elle s'en occuperait, qu'elle les nourrirait, qu'elle les changerait, etc. Et non. Personne n'accepte. Non, parce que c'est un outil de travail finalement. Avant qu'on revienne à ça, Bah oui. parce que c'est un outil locatif. Hein. Il y a même de la location d'enfants. C'est un outil de travail. Et puis, Malouane, toi, en tant que médecin, je pense que tu as dû aussi t'offusquer et être scandalisé Mais on par le s'offusque en nombre tant de. que Oui, parent, en tant que médecin, mais en tant que on va y citoyen. arriver. C'est précisément un sujet médical. Le nombre d'enfants que l'on trouve en état d'endormissement, mais en fait, c'est pas un endormissement naturel, parce que c'est à des heures pas possible. Et puis, tu peux passer 6 heures dans un même point et regarder toujours cet enfant dormir entre 2 heures et 7 heures du soir, déshydraté, dans le froid, sous la pluie. Je suis désolée. Mais au-delà de l'émotion que ce genre d'image peut susciter, nous avons aujourd'hui un problème à différentes dimensions. Un, quel est le cadre juridique qui nous permet en tant que citoyens d'agir? 2, quelle est l'efficacité de l'action lorsque nous pouvons la mener? 3, est-ce qu'il y a de l'infrastructure suffisante avec un accompagnement de travailleurs sociaux suffisant? On connaît les centres d'accueil à Casa, à Rabat, et on connaît les conditions d'accueil de ces gens-là. Tu sais, Faisal, je croise très souvent dans des grandes artères, comme nous tous, les fameuses voitures qui appartiennent à l'autorité locale, qui font les rondes pour récupérer ces jeunes. Mais ça devient risible parce que, 1, ces voitures sont repérables à 3 km à la ronde. 2, il y a 1001 façons, parce que maintenant ils se sont sophistiqués sous le contrôle de Hind, avec des petits sacs à dos, des choses comme ça. Quand la voiture elle passe, lui c'est un simple citoyen qui marche avec ses enfants. Dès que la voiture a pris le premier feu rouge et qu'elle a tourné, on se remet à mendier. Nous avons réellement une problématique d'outils, de cadre réglementaire et de capacité à agir de manière efficace, que ce soit en tant que citoyen, en tant qu'État. Là, je suis d'accord. Je te coupe un moment, parce que justement, on va en profiter très rapidement pour demander à notre huissier, Simhirik, comment on peut faire si jamais on voit, comme ce qu'on vient de dire, qu'on voit tous, une gamine, cette scène-là, devant nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? Réponse de Simhirik. إذن جوابا على سؤالك سي فيصل، كلنا نعرف أن الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي كيجرم جريمة التسول، ومع الأسف وضع واحد الشرطين أساسيين لكي تحصل هذه الجريمة ديال التسول. أولها أن يكون الإنسان عنده وسائل العيش الكريم، مقومات العيش. ثانيها يكون كيتوفر على عمل قار. هاد جوج ديال الشروط هادو كتبان لينا شي شويه يعني فيها شويه ديال الفلو، ان ما كتبانش لينا انها، وفعلا هي اللي جعلت ان حتى السلطات العموميه اصبحت عاجزه عن التصدي لهذه الظاهره ديال التسول اللي كنشوفوها في الاماكن العموميه، امام المتاجر، امام المساجد. علاش ما قدرش تصدى لها السلطات العموميه؟ لان
كيفيه اثبات ان هذا المتسول عنده عمل قار، باش غادي نعرفوا عنده عمل قار. الا قلنا له واش انت خدام يقول لك انا ما خدامش، ما لقيتش الخدمه. الشرط الثاني وهو اكتساب مقومات العيش الكريم، واش عنده ما ياكل، واش عنده ما يشرب، واش عنده فين يسكن. الا سولناه غادي يقول لنا ما عنديش، ما قادرش شيء، ما عنديش. يعني هذا هو الجواب ديالو غادي يكون. هنا كنشوفوا ان الوزاره الوصيه اللي هي وزاره التضامن والتنميه الاجتماعيه والاسره والمساواه والاسره بتعامل وبون بارتناريا، بشراكه مع العمالات والولاة ومع الجمعيات ذات الاختصاص، الجمعيات الوطنيه والهيئات المختصه، كيخصهم يقوموا بالحملات ديالهم الاجتماعيه في مسعى للقضاء على جريمه التسول اللي فعلا اصبحت تقرئ واصبحت تشوه سمعه الوطن وسمعه المواطن المغربي. وفي هذا الاطار كيمكن المفوض القضائي وبناء على طلب الجمعيات المختصه اللي هي جمعيات كترعى الطفوله وخصوصا الطفوله اللي كتمارس التسول، كيمكن المفوض القضائي بناء على الطلب ديال هذه الجمعيات انه يقوم باجراء معاينات مجرده آنية في نفس الوقت، يعني في الاماكن اللي كيتواجدوا فيها هاد الاطفال اللي كيمارسوا جريمه التسول، وتحرير محاضر بهذه النازله ثم تسليمها لهذه الجمعيات لكي تقوم بالواجب والمتعين امام القضاء المختص. Voilà, donc c'est compliqué. Hein. Oui. On voit bien que c'est extrêmement compliqué, même d'un point de vue juridique. Pour répondre, le citoyen ne peut absolument rien faire par rapport à un mendiant pour essayer de sauver l'enfant. Il ne peut rien faire. Nous, en tant qu'association, on est obligé d'aller démarcher le procureur général, de lui prouver que cet enfant mendie, qu'il est exploité, afin qu'il donne l'ordre d'arrestation. Et sachant que... Comment on prouve? Alors c'est ça, c'est toujours la force de la preuve. Par un huissier de justice qui constate... Mais comme c'est Hadis Mkhairik, il faut qu'il lui demande, faut qu'il le qualifie de mendiant. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as, est-ce que tu n'as pas, etc. Mais là, c'est compliqué. Mais ça dépend des réponses qu'il va donner. Et oui, et ça dépend des réponses. Comme c'est professionnel, ça c'est un petit peu institutionnalisé. Ils connaissent très bien ces gens-là, les lois. Ils savent qu'au pire, ils purgent d'une peine de 6 mois de prison. Et mis à part ça, ils savent et font apprendre aux enfants quoi répondre si jamais il y a arrestation. Tu peux nous dire ce qui a été fait justement pour que, au niveau de Joud, tu as constaté aussi ça, au niveau des enfants, les témoignages des enfants. Écoutez, lors de la campagne dernière contre la mendicité des enfants, j'ai loué 7 enfants. Je les ai loués et je les ai reçus dans un studio. Comprenne, tu t'es fait passer. Non, j'ai envoyé des personnes parce que la personne qui loue doit être fiable de façon à garantir le retour de l'enfant. D'accord. Je suis passée... Donc tu es rentrée dans la filière. Oui. Undercover. Tu t'es infiltrée en fait. Oui. Non, je suis restée loin, mais... Oui, mais bon, enfin, ton association... oui. Et tu as pu louer 7 enfants. Enfants que j'ai reçus dans un studio d'enregistrement, que j'ai interviewé pendant plus d'1 heure chacun. Ces enfants sont âgés entre 3 et 13 ans. On leur a appris par cœur quoi raconter. Alors, dans ces enregistrements, on constate clairement qu'il y a mensonge. Comme, par exemple, l'enfant explique que non, papa est parti, maman, elle est malade, elle ne peut pas travailler, et j'ai pris l'initiative d'aller mendier, et je pars tout seul, et je ramène ça à ma maman. 3 ans, c'est pratique. Par la suite, on apprend que c'est une voiture avec chauffeur qui vient récupérer le gamin depuis chez lui, qui le ramène jusqu'au lieu de travail et qui reste... On en est à ce point-là. Oui. Alors on constate qu'il y a mensonge, mais les enfants insistent. Et même si on lui fait comprendre qu'on a compris qu'il ment, il insiste. Et donc le seul moyen... Et toute la procédure judiciaire... Alors, la procédure judiciaire, moi je veux juste revenir à l'éducation. Parce que finalement, c'est quoi dans un pays qui se respecte, je ne dis pas que le nôtre ne se respecte pas, mais sur certains points, il y a encore du boulot, notamment sur ce point-là. Respecter justement la jeunesse et ses enfants, le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Aujourd'hui, normalement, la scolarisation est obligatoire. Oui, et on a même un chapitre intéressant sur le préscolaire qui devient maintenant un vrai sujet. Et on a même un ministre brillant sur ce département qui va, j'espère,
prendre ce sujet très au sérieux. C'est vrai que le point de départ, c'est pas la solution, mais c'est le point de départ d'une série de solutions et de tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire cet enfant, il y a un mardi matin à 10h, on le voit dans la rue. Il n'a rien à faire dans la rue. S'il n'est pas à l'école, il faut, par constat d'huissier de justice, acter que cet enfant qui est supposé être à l'école ne l'est pas ses parents. Est-ce qu'il faut une police spéciale Il faut une police spéciale. Alors, merci. Il faut une police sociale. Nous, citoyens, on envoie un huissier à chaque truc. C'est ce qui est fait actuellement en Inde et ça paye. Il y a une police spéciale qui circule et qui constate, et dès qu'elle constate, elle arrête. Oui. Parce qu'au-delà de l'exploitation pour mendicité, parce qu'il n'y a pas que la mendicité, il y a d'autres thématiques encore plus graves, mais au-delà de ça, un enfant, on part par le principe que sa place est à l'école. Lorsqu'il n'y est pas à un moment où tous les autres sont à l'école, le parent est incriminé et il est poursuivi dans ce sens-là. Maintenant, il y a aussi un travail important de vulgarisation. Il y a un travail important d'accompagnement pour que et les associations, malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont les seules actives sur cette thématique-là. Et j'ai l'impression que ce genre de photo qui nous a tous fait réagir, avouons-le, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça devient facile et rapide d'avoir de l'image. C'est l'émotion Kleenex aussi. Hein. Ça peut faire des émotions pendant 5 jours et puis après on oublie. C'est justement cette émotion Kleenex qui fait qu'aujourd'hui, dans le paysage public, ce genre de photo, elle devient, Marouane le disait tout à l'heure, presque invisible. On ne sait pas. Ouais, ça fait mal au cœur, mais on ne fait pas. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne doit pas accepter de s'habituer à voir ces clichés-là. Oui. De toutes les façons, pour ma part, je compte poursuivre cette mère et la poursuivre pour traite d'humains. Il s'agit de commerce d'êtres humains, ce n'est pas de la mendicité. Elle serait mendiante si elle le faisait toute seule étant adulte. Là, elle exploite un enfant pour du commerce lucratif. Et je compte la poursuivre et j'espère qu'elle sera une leçon pour d'autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour traiter ce sujet. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Wissal, Marouane, Nabil qui nous a quittés tout à l'heure et In qui nous a rejoint pour cette 3e séquence. Je vous souhaite... Et notre maître préféré. Et notre maître Mhérik préféré qui est tout le temps là pour vous donner ses conseils. Voilà, merci pour votre bonne humeur, pour cette émotion, tout ce qu'on a vécu cette semaine. C'était génial. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de Paroles d'experts sur H24.